Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur. 130 djihadistes seront rapatriés dans les semaines à venir. Vous parlez hier des combattants. Les mots ont un sens, il s'agit de terroristes aguerris, coupables ou complices des crimes les plus barbares. Vous avez ajouté, d'abord ce sont des Français. Non, ces djihadistes ont trahi la France, rêvé d'un califat, projet d'assassiner des Français, outrager nos valeurs. Ce sont les mêmes qui ont massacré à Charlie, Hyper Cacher, Bataclan, abattu le colonel Bertram. Les mêmes qui commettent un génocide contre les yézidis et persécutent les chrétiens d'Orient. Ils sont exclus à jamais de la communauté nationale. Vous dites qu'ils seront judiciarisés. C'est bien la moindre des choses. Ils viendront s'ajouter aux milliers de détenus radicalisés, dont 500 vont être libérés en 2019, parmi lesquels 50 terroristes. Je les ai longuement vus à Fresnes. Croyez-moi, beaucoup sont des bombes à retardement. Quand la vie des Français est en jeu, le principe de précaution s'impose. Nous allons faire rentrer des loups dans la bergerie. Imaginez, Monsieur le ministre, qu'un seul passe à l'acte. Vous serez directement responsable. 260 morts depuis 2015. Notre objectif doit être 0 victime. Le doute ne doit pas profiter aux djihadistes. Ils exploitent les failles de notre droit. Je plaide une fois encore pour la déchéance de nationalité, à minima pour les binationaux. Au moins, comme le suggérait hier Valérie Boyer, appliquons le livre 4 du Code pénal, condamnant l'intelligence avec l'ennemi. Je sais la complexité juridique du dossier. S'il le faut, légiférons. Monsieur le ministre, à l'heure du grand débat national, interrogez les Français. Ils ne veulent pas du retour de ces djihadistes. Alors que nous n'arrivons même pas à suivre les fichiers S, comment pouvez-vous certifier qu'ils ne passeront pas à l'acte? Sans parler du coût exorbitant, procès, détention, suivi, réinsertion. N'a-t-on pas d'autres priorités? Monsieur le ministre, parce que je vous sais attaché à la sécurité des Français, je vous demande solennellement de renoncer à leur rapatriement. La parole... הוא מדבר איתי על הדברים שחשובים לדוברי הצרפתית ולאזרחים צרפתיים שנמצאים בישראל. המנוע שדוחף את הדבר הזה, לא רק אצלי, אלא אצל כל שרי ממשלת ישראל, זה מאיר חביב. אני מאמין במאיר, אני בטוח שגם אתם. Ce n'est pas un signe ostentatoire, il n'y a pas de signe ostentatoire dans la kippa. Nous avons droit à l'exercice des religions sans ostentation. Je suis totalement solidaire des religions. Le laïcisme veut tuer les religions, ce serait une régression. Ce n'est pas la religion qui tue, ce sont les hommes qui tuent. Ne confondons pas. Monsieur Meyer Habib, vous aussi, vous êtes venu à votre kippa, vous êtes peut-être... Mais nous sommes dans la République, dans la laïcité. C'est quoi la laïcité? C'est de pouvoir pratiquer ou de ne pas pouvoir pratiquer. Aujourd'hui, si un juif ne peut pas mettre sa kippa en France, demain, un chrétien ne pourra pas avoir une croix dans la rue. Et c'est un problème pour tous les croyants, pour tous les républicains et pour tous les laïcs. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est un clin d'œil. Aujourd'hui, la France se mobilise, alors on va dire chapeau, la France. Et c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, parce que les djihadistes ne vaincront pas. Les extrémistes ne vaincront pas. Les gens qui veulent avoir une kippa peuvent et doivent pouvoir, de façon avec sécurité, porter une kippa dans la rue. Et moi, je ne suis pas pour aller dans le sens des djihadistes. Au contraire, si des jeunes enfants, si des jeunes juifs veulent de façon discrète avoir la kippa dans la rue, on invite à continuer à le faire. Néanmoins, dans cette enceinte laïque et républicaine qu'est l'Assemblée nationale, que nous respecterons, vous n'allez pas porter la kippa tout de même. C'est une tentation. C'est une tentation, car je trouve que une belle réaction de la France serait, par exemple, voyez, à Marseille. Je sais pas du tout, je comprends la crainte, hein, parce que vous savez, il faut jamais parler à la place des gens qui ont peur. Mais franchement, ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est le moment de montrer au contraire sa détermination. Si peut-être dans le match de l'OM,
eh bien, beaucoup de gens ont porté la kippa, ça serait bien à Marseille. Ça serait une signification. Et même pendant la séance de questions au gouvernement? Ah ben, écoutez, si c'est interdit au règlement, voilà. Si c'est le tout, c'est une question de règlement. Si c'est pas interdit, c'est un clin d'œil. Et si jamais c'est interdit, alors on va pas aller contre le règlement parce qu'on est des parlementaires pour respecter les règlements et les lois, on va dire comme ça. Mais ce qui est moralement important, aujourd'hui, il y a une immense inquiétude, pas seulement pour les Juifs de France, pour la France en général. Imaginez-vous, on a commencé à Toulon, il y a 2 ans et demi à Toulouse, on a tué des enfants parce que juifs. Après, il y a eu des policiers. Après, il y a eu des journalistes. Après, il y a eu encore eu des Juifs. Et après, il y a eu tout le monde. Ça démarre par les Juifs et ça termine après de façon générale. Il est temps de se ressaisir. Il est temps d'agir après les bonnes paroles. C'est ce qu'on essaye modestement de faire. Mes amis, mes frères, mes sœurs, et toi aussi, Meir, qui fait partie du peuple d'Israël en terre de France. Je plaide une fois encore pour la déchéance de nationalité, à minima pour les binationaux. Mais tu es d'abord et avant tout Ben Israël, et tu le sais. Aujourd'hui, l'État d'Israël fait face, pour la première fois de son histoire, à un défi qu'il ne sait pas encore comment gérer. Et je sais que Meir aussi essaye de convaincre les autorités israéliennes et le Premier ministre pour qu'on soit capable, en Israël, de savoir recevoir une aliyah de masse venant d'Occident et non pas d'Orient. C'est la première fois que des Juifs de pays riches, de pays établis, avec des diplômes qui dépassent parfois même les diplômes des universités israéliennes, vont peut-être demain, Bezrat Hashem, Bezrat Teino ou Bezratam, la Guialékam. Maintenant, ceci va être une résultante d'une histoire compliquée, triste, très triste, inquiétante, de la France. Mais nous, Israël, soyons francs avec nous-mêmes encore une fois. Je ne te demande pas de répondre parce que tu es député français et élu. Nous avons ici une opportunité, malgré nous, que nous ne voulons pas, que nous ne cherchons pas, à ouvrir nos bras, à ouvrir nos maisons, à ouvrir nos cœurs, à ce que ce pays d'Israël soit capable, peut-être demain, peut-être dans l'urgence, peut-être, recevoir 100 000, 200 000 de nos frères. C'est pas impossible. C'est vrai qu'ils veulent rester en France. Mais si demain il y a une attaque dramatique, je ne veux pas dire de donner d'exemple, de vous donner l'amplitude possible, mais quelque chose ce qu'on appelle, qui change radicalement l'équilibre, qui fait que les mamans juives ne veulent plus envoyer leurs enfants à l'école, qui fait que les grands-parents ne veulent plus que leurs enfants sortent dans la rue. Pessimiste. Pas pessimiste, réaliste. 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 Attendez, monsieur. Oui, vous pouvez dire. Si une chose comme cela arrive demain, nous devons, nous en Israël, et avec la France, et avec les leaders juifs en France, et aussi avec l'État français, savoir comment réagir, parce que ce n'est pas impossible. Qui aurait pu penser au Bataclan il y a 3 ans? Qui aurait pu penser, comme tu l'as dit, au massacre de Nice, 86 morts, et des centaines de blessés, en 14 juillet? Impensable. On va sauver la France, je te garantis qu'on va sauver la France, parce que moi je suis attaché à la France, et la France va être sauvée. Il ne faut pas être... si tu me permets de... Je t'en prie, je t'en prie. Non, mais je dis voilà, parce que je ne veux pas qu'on ait une vision... Juste un mot. Monsieur voilà, en un mot. Vous savez, dans la vie, je prends une phrase de Shimon Peres. Laisse-moi juste finir un mot, juste, et après je m'arrête. Je vais répondre, monsieur, vous êtes libre de répondre, aucun problème. Bien sûr, on est en famille ici. Ce que je dis, c'est que l'État d'Israël s'est bâti en tant qu'État parce qu'il y a eu des vagues d'immigration, souvent en réaction à des situations dramatiques. L'aliyah d'ex-URSS, monsieur, n'est pas le produit d'un sionisme serein. C'est le produit d'une dictature qui a empêché des millions de juifs de pouvoir vivre librement en tant que juifs. Et Israël était pour eux, une porte de sortie. Ils ont été pendant 60 ans bloqués comme des chiens. L'aliyah des Juifs d'Allemagne, monsieur, l'aliyah des Juifs d'Allemagne, qui étaient médecins, avocats, loin du judaïsme, à l'arrivée de Adolf Hitler, ils ont compris que c'était ou la Palestine à l'époque, qui était aussi la nôtre, surtout la nôtre, ou alors l'Amérique. Et c'est ça la grande vague de Yeke. Et les pays, et les Juifs qui sont arrivés d'Afrique du Nord, certains sont partis vers la France, le Canada, et heureusement, et je remercie le ciel, qu'une grande partie d'entre eux sont venus en Israël, bâtir Israël, avec les complications, avec notre erreur aussi, nous, d'Israéliens, de ne pas savoir recevoir ceux qui doivent arriver. Mais aujourd'hui, je ressens dans mes tripes, je vous le dis parce que je suis très tripade,
comme personnage. Je ressens des choses, pas toujours à 100%. Il se passe des choses très graves aujourd'hui dans le monde. Nous sommes à une heure aujourd'hui historique pour Israël. J'espère que la France sortira de cette problématique, pour la France bien sûr, qui veut du mal aux autres. Mais nous, en Israël, on va devoir être capable dans les prochaines années à recevoir, pour la première fois de notre histoire, une alliée de masse, je dis bien, venant de France. Et aujourd'hui, les problèmes des diplômes, médecins, avocats, seront dans quelques années, on en rira. On sourira à ces problématiques parce que le pays va changer ici, comme le pays a changé avec l'alliance d'ex-URSS. Et on s'est renforcé. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se renforcer. Et c'est ça qui est fondamental pour nous. On va se renforcer et eux vont perdre. Entre une partie de l'opinion publique qui dit qu'il crève, oui. Une sorte de légitime défense une extensive, grande partie. Une sorte de loi du talion qui serait acceptée au plus haut niveau de l'État, qui meurt. Et quand on a Florence Parly qui dit il y a quelques mois qu'ils y restent, qui meurent, c'est un discours irresponsable. La ministre de la Défense. La ministre de la Défense, oui. Parce qu'elle l'objective et l'authentifie une une forme de loi oui. du talion Oui, collective au plus haut niveau de l'État. C'est irresponsable. La ministre de la Défense qui dit une chose pareille, c'est entériner la haine. Enfin, c'est entériner la haine, ouais. c'est objectiver Ouais. des discours de haine, voire des passages à l'acte. Ah, Figaro. Mais ce que je veux dire là, et ce qui est absolument essentiel, c'est que, regardez la France. Quel pays on est. On a pris conscience de la nécessité de lancer des programmes de déradicalisation il y a quelques années. L'Angleterre, les pays du Nord, Danemark, ça fait 10 ou 15 ans qu'ils ont lancé des programmes. Pourquoi, M. Apathy? Parce que la question de la prévention et la question de la réinsertion en France n'ont jamais été considérées comme une exigence de politique publique prioritaire. L'exigence de public prioritaire, c'est l'exigence sécuritaire, celle sur laquelle le discours public l'importance de Alors, la Émilie, prévention, justement, sur les politiques. l'importance de la prévention dont vous parlez, mais maintenant on est aussi forcé d'être dans la réaction. Et de la réinsertion, c'était et dans la réaction aujourd'hui. Donc ça fait débat, ça inquiète beaucoup les Français, vous le disiez. Et du coup, les politiques aussi, ça fait débat. Il y a clivage, il y a aussi la réaction de Florence Parly qu'on avait. On écoute. La France est contre la peine de mort. Oui. Donc il est légitime qu'elle intervienne avec ses interlocuteurs. Nous sommes très attentifs à ce que, d'une part, des procès équitables puissent avoir lieu, et je l'ai dit, d'autre part, dès qu'une personne revient en France, elle est prise en charge par la justice française. Si on dit aux Français, non, mesdames et messieurs, combattants dans l'État islamique, on va vous juger en France. Venez, on va vous juger en France. Ou demandez à ces pays qu'ils soient extradés pour venir en France. Non. Mais non seulement on n'a pas besoin de les juger en France, mais moi je suis pour que tous les radicalisés, tous ceux qui sont partis sur des théâtres d'opération avec une organisation ennemie de la France qu'est l'État islamique, soient immédiatement déchus de la nationalité française. Si il y a des djihadistes qui périssent dans ces combats, eh bien, je dirais que c'est tant mieux. Et si ils tombent entre les mains des forces syriennes, eh bien, ils dépendront de la juridiction des forces syriennes. Madame ce qu'on vient d'entendre illustre malheureusement ce qu'on essaie de dire. C'est le moment de résister en démocratie quand on est un responsable politique. C'est difficile, ça demande un peu de courage politique, on ne demande pas d'être des héros, mais juste d'avoir un peu de tenue et de dignité. C'est le moment de résister. Vous avez secoué la tête au moment de Manuel Valls. C'est le moment de résister. Et par ailleurs, quand j'entends Manuel Valls qui dit s'il y a des demandes d'extradition, mais il crache sur l'autorité judiciaire française. Il y a des dizaines de juges d'exécution antiterroristes qui attendent que ces gens soient dans leur bureau, qui ont lancé des mandats d'arrêt, des mandats de recherche. Et pourquoi ils ont lancé des mandats d'arrêt de recherche? D'abord parce qu'ils sont comptables d'un devoir qui est de les faire juger en France parce qu'ils estiment que c'est leur mission. Deuxièmement, parce que sur un certain nombre de dossiers, il y a des dizaines de parties civiles par certains djihadistes qui ne veulent pas qu'on leur confisque leurs suspects et qui préfèrent le voir dans le box d'un tribunal français. Donc, a-t-il pensé un seul instant à l'indépendance de l'autorité judiciaire française, Monsieur Manuel Valls? Il semble qu'il l'ait oublié. Et puis, enfin, dernier point, tous ces gens, s'ils sont débriefés par les services, ils le seront, sont aussi une source d'information extrêmement précieuse et cruciale dans la compréhension des réseaux de recrutement. Donc, il y a des raisons techniques, il y a des raisons de principe, il y a des raisons judiciaires pour mettre le haut là à tout ce discours qui désinhibe et qui libère une parole de haine qui malheureusement fait florès aujourd'hui en France. Il y a aussi un homme qui est très informé sur le sujet, c'est le procureur de Paris, François Molins.
aussi au cœur de la problématique. Et lui aussi, il ne cache pas son dilemme, le dilemme que posent les repentis, notamment avec ce nombre croissant de femmes parmi ces djihadistes français. Juste on l'écoute et après on réagit. En ce qui concerne les profils, aussi bien d'hommes que de femmes, on n'a pas de profil type. Et pour répondre à votre question spécifique sur les femmes, on a aujourd'hui en Irak ou en Syrie des femmes au profil très divers. Ça va, pour reprendre certaines expressions de collègues, de les cerveler manipulés à la djihadiste convaincue. Donc on peut retrouver absolument tous les profils. Et on peut avoir des gens, effectivement, qui sont radicalisés très vite et qui n'ont pas forcément beaucoup de convictions. On a des gens qui sont aussi très endurcis. Donc il faut, je pense, avoir une approche assez prudente sur ce phénomène-là. Prudent, très nuancé aussi, sur la diversité. Oui, il voit bien qu'il y a une biodiversité sociétale, psychologique, d'inspiration. Il faut quand même ici rappeler qu'une mère de famille, parce que j'en défends une, mais enfin pas celle-là, mais qui a envoyé quelques milliers d'euros à son gamin, a été condamnée à 7 ou 8 ans d'emprisonnement correctionnel. Donc ces femmes qui vont rentrer, qui savent qu'ils vont être jugées, vont être condamnées à des peines très très lourdes. Merci de nous expliquer votre combat, William Bourdon. Vous restez avec nous. On passe maintenant au palmarès de la semaine avec Antoine Janton. On n'est pas en train de régler les problèmes, les risques d'attentats en France. On est en train de détruire les libertés publiques en France et la démocratie. Un dernier mot sur les paumés, là. Ce sont des Français ou des Belges, souvent entre deux cultures. Pas toujours, hein. C'est pas toujours des Maghrébins, hein. Contrairement à les gens pensent que voilà, ce sont les gens. Il y a un certain courant de pensée sur la scène politique française situé à l'extrême droite qui a tendance à assimiler tous les assassins, c'est forcément des Maghrébins pour eux, et puis toutes les victimes seraient forcément des Français de souche chrétiens. C'est pas vrai. Force est de constater, il faut quand même le rappeler, que parmi les personnes assassinées au Bataclan, il y avait des Français d'origine maghrébine et qui étaient musulmans. Il faut rappeler que parmi les djihadistes, il y a aussi, notamment ceux qui sont incarcérés, je le disais tout à l'heure, des Français d'origine qui se sont convertis à l'islam. Donc c'est un mensonge que d'établir une identité entre les assassins et l'islam. Je le répète encore une fois, c'est une version, la version salafiste et wahhabite de l'islam est une version complètement exagérée et complètement fallacieuse d'une interprétation coranique fallacieuse. Mais je rappelle encore une fois que la grande majorité des musulmans dans le monde n'approuvent pas du tout ça et au contraire le désapprouvent totalement. Qui est-ce qui devient djihadiste ? Souvent des Français d'origine musulmane, maghrébine, c'est vrai, mais il y a aussi, comme je le disais à l'instant, des Français de souche qui se sont convertis. Quel est leur point commun ? Leur point commun, c'est que souvent ils sont nés dans des milieux défavorisés, dans des banlieues, vivant de petits larcins, n'apprenant rien à l'école, puisque l'enseignement de l'école de la République a été détruit, ayant souvent des problèmes dans leur famille, des familles décomposées, ou les parents qui travaillent très tôt, avec un petit peu une éducation dans la rue. Ils ne sont pas nés dans le 16e arrondissement en général. Et puis, ils sont confrontés à une société qui leur dit quoi ? Qui leur dit, rappelez-vous, je crois que c'était le slogan de Séguéla, si à 50 ans, t'as pas une Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Ils vivent dans une société où on leur fait croire que le compendium de la réussite, ce serait le fric. La seule chose qui compterait, ce serait le fric et le fric, plus le cynisme, puisque nous sommes dirigés en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, par des élites dont toute l'action est d'un cynisme incroyable. Rappelons-nous Cahuzac, le ministre des Finances, qui osait présider des colloques comme à Nanterre en 2012 pour lutter contre la fraude fiscale, alors qu'au même moment, il était un fraudeur fiscal majeur. Rappelons-nous M. Thévenoud, le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui, paraît-il, souffrait de phobie administrative. La phobie en question lui interdisait de payer ses impôts, de régler ses factures d'électricité ou de gaz. Et pour toute sanction, ce ministre a quitté le gouvernement et a retrouvé, comme une fleur, son poste de député grassement payé, sans aucune poursuite. Rappelons-nous le scandale Big Malion, où M. Sarkozy a dépassé de 20 millions d'euros les sommes
autorisés pour faire une campagne à l'élection présidentielle. Rappelons-nous le scandale aussi qui émaille les dirigeants du Front National actuellement en région Île-de-France, Valran de Saint-Just, Alex Lousteau, les numéros 1 et 3 de la liste Front National en Île-de-France, sont quand même des personnes qui sont actuellement mises en examen pour détournement de fonds publics. Regardons ce qu'est la société telle qu'elle se présente à la jeunesse aujourd'hui, avec des dirigeants politiques qui sont soit complètement corrompus, soit qui jouent le jeu des États-Unis d'Amérique. Une société où on présente constamment comme modèle, si on peut appeler ça un modèle, la société américaine, où l'on n'existe que si on tire dans le tas. Regardons les jeux vidéo, regardons les séries télévisées, regardons les films qui nous proviennent d'outre-Atlantique et qui sont d'une violence absolument inouïe. La société qui nous vient des États-Unis d'Amérique est une société d'une violence extrême. Alors effectivement, il y a eu un carnage en France, mais les États-Unis d'Amérique sont un pays où le carnage est permanent entre Américains eux-mêmes. Depuis le début de cette année 2015, du 1er janvier jusqu'au 17 novembre 2015, il y a eu plus de 40 000 personnes aux États-Unis qui ont été tuées ou blessées par des tirs, par des fusillades. Et là-dessus, il y a quasiment 300 mass shootings, comme on dit, c'est-à-dire 300, pratiquement un par jour, fusillades meurtrières ou qui mettent en jeu à la fois un tireur et plus de 4 personnes. Il y a des centaines et même des milliers d'enfants de moins de 18 ans qui ont été tués ou blessés par des fusillades aux États-Unis. Voilà l'univers, en gros, qui est présenté à des jeunes désœuvrés. Alors dans ces conditions, c'est très facile pour quelqu'un qui a de l'argent, qui a des moyens, d'essayer de distraire certains de ces jeunes et de leur faire croire qu'ils vont avoir une vie de héros. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher les commanditaires. Et à cette occasion, et je terminerai mon propos ici, c'est que ce n'est pas parce qu'on a trouvé des coupables, et que probablement ce sont des coupables, effectivement, qui professent un islamisme comme ça d'apparence et qui viennent de l'État islamique, ça n'est pas pour autant qu'on a réglé le problème. Je voudrais citer ce grand dramaturge de la Grèce antique, Euripide, qui disait « Le temps révèle tout, c'est un bavard qui parle sans qu'on l'ait interrogé ». Il faudra des mois, sans doute des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, 100 ans, peut-être même ne le saura-t-on jamais, pour comprendre dans toutes leurs composantes tous les tenants et tous les aboutissants des événements que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais prendre un exemple. Je conseille à tous les internautes qui sont intéressés de se rendre sur Internet et d'aller consulter le journal Le Monde du 21 juillet 2014. C'était l'année dernière. Ils y trouveront un article faisant référence à une étude d'une organisation non gouvernementale américaine qui s'appelle Human Rights Watch, c'est-à-dire Observatoire des droits de l'homme. Cet observatoire a publié une étude l'année dernière, qui est également disponible d'ailleurs sur Internet en américain. Et cette étude, faite avec des chercheurs, des universitaires, c'est un travail extrêmement solide, sérieux, qui a été mené sur toute une série d'attentats attribués aux islamistes aux États-Unis d'Amérique. Et que révèle cette étude ? C'est que sur de nombreux cas, pas tous, mais sur de nombreux cas, ces attentats ont été commis, c'est vrai, par des musulmans ou des islamistes. Mais sur de nombreux cas, c'était derrière le FBI américain qui avait été le commanditaire, qui avait profité du désarroi, de la détresse, du caractère paumé de certains délinquants ou de voyous, qui les avait fournis en armes, en munitions, en argent, en drogue, et qui leur avait ensuite conseillé d'aller faire des attentats. Dans quel objectif ? Pour faire ce que l'on avait appelé autrefois, du temps du Gladio ou de la gare de Bologne, la stratégie de la tension.
Je ne dis pas que c'est le FBI et les États-Unis d'Amérique ou certains services de renseignement de telle ou telle puissance étrangère qui sont derrière les attentats de Paris. Je ne le dis pas, parce que je n'en sais rien. Mais je ne dis pas non plus le contraire. Seul le temps nous permettra de savoir ce qui s'est passé. Et si l'on veut être un citoyen lucide, il faut se garder de toute conclusion hâtive. Ça n'est pas pour dédouaner les assassins, hein, bien entendu. C'est simplement pour comprendre que derrière les assassins, il y a des structures qui sont au moins autant assassines. Ce sont celles qui utilisent des gens qui sont à la dérive pour les faire servir des objectifs qui sont le contraire même de ce qu'ils croient. En définitive, ces attentats de Paris, comme ceux qui ont eu lieu le 7 janvier dernier à Charlie Hebdo et à l'épicerie cachère, quelle est la conséquence concrète? La même conséquence concrète que l'on a pu observer à chaque fois dans des cas semblables, c'est-à-dire une suppression, une diminution rapide des libertés publiques, une diminution de la libre expression, une diminution de la démocratie, la prise en main par une oligarchie d'un pouvoir tyrannique.